Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur comment tirer profit du cloud computing qui sera présenté par moi, Guillaume Paré de Vertisoft. Donc, dans cette présentation-là, on va voir vraiment c'est quoi le cloud computing et comment en tirer profit. Donc, dans un premier temps, on va regarder ensemble les commentaires qu'on entend souvent sur le cloud computing. Donc, tu sais, premier commentaire qu'on entend souvent, c'est quoi le cloud computing? Donc, on va voir dans les prochaines pages c'est quoi en tant que tel le cloud computing. Donc, commentaire numéro 2, c'est que souvent les gens associent le cloud computing à une solution qui est dispendieuse. Donc, on va voir c'est quoi les coûts relatifs à des solutions de cloud computing. Commentaire numéro 3, c'est que la plupart des gens préfèrent héberger leurs équipements et acheter leurs équipements et les héberger à l'interne. On va voir comment le cloud computing va nous aider et c'est quoi que va nous offrir comme avantage le cloud computing versus acheter nos équipements. Donc, quatrième commentaire qu'on entend, c'est que la plupart des gens ont peur de perdre leur contrôle de leurs applications, de leurs fichiers. On va voir si, avec le cloud computing, si on perd vraiment le contrôle. Commentaire numéro 5, c'est que la plupart des gens croient que le cloud computing, c'est des solutions qui ne sont pas sécuritaires. Donc, on va voir si le cloud computing est sécuritaire ou pas. Donc, commençons dans un premier temps avec l'évolution des technologies de l'information depuis les 30 dernières années. Donc, dans les années 80, on parlait vraiment d'ordinateurs personnels. Donc, l'usager avait son propre ordinateur, ses propres logiciels, donc il travaillait sur un fichier, l'enregistrait sur disquette, sur CD, allait dans un second ordinateur, remettait sa disquette, son CD et continuait à travailler. Donc, l'échange de données était était on envoyait beaucoup moins en tant que tel, donc il y a peu d'échanges de données. Dans les années 90, on a vraiment vu l'avènement des solutions client-serveur, donc des postes de travail qui étaient reliés à des serveurs. Donc les postes de travail, les usagers pouvaient enregistrer vraiment leurs données, leurs fichiers sur le serveur et un autre usager pouvait le consulter, le modifier, le travailler. Dans les années 2000, on a vraiment vu l'avènement d'Internet. Donc avec Internet, ce que ça a permis, c'est que les entreprises pouvaient s'échanger de l'information en divers sites physiques. C'est vraiment l'avènement d'Internet. Et dans les années à venir et dans les années présentes, on voit vraiment de plus en plus les solutions d'informatique de nuage ou de cloud computing. Je vais continuer avec le mot cloud computing parce que je le préfère et les gens sont comprennent plus ce terme-là. Donc le cloud computing, en bref, c'est quoi? C'est vraiment les fichiers et les applications qui vont être hébergés sur Internet et qui vont être accessibles à partir de n'importe où et de pratiquement n'importe quel appareil. Donc on va le voir plus en détail un peu plus loin. Donc sans le cloud computing, l'infrastructure, le poste de travail de l'usager ressemble à quoi? Mais c'est vraiment un poste de travail sur lequel il y a diverses applications d'installer et sur lequel on va vraiment travailler des logiciels, des fichiers dans le logiciel. Comme par exemple, on a ici Excel qui s'est installé sur le poste, on va pouvoir travailler des chiffriers Excel. L'usager peut enregistrer ses données, aller sur un deuxième poste. Si le le shell Excel est installé, l'usager va pouvoir continuer à modifier son fichier Excel, son chiffrier Excel. Si par contre Excel n'est pas installé, il ne pourra pas modifier son chiffrier. Donc tu sais, c'est vraiment ça le principe actuel et de quelques années des solutions sans cloud computing. Avec le cloud computing, c'est un petit peu différent. On va vraiment parler de fichiers et applications qui vont être hébergés sur Internet et non sur les postes de travail. Donc les postes de travail vont pouvoir accéder à ces diverses applications-là, à ces divers fichiers-là, sauf que ça ne sera pas installé directement dans le poste. Donc on va pouvoir accéder par exemple à notre chiffrier Excel directement à partir d'Internet depuis n'importe quel poste ou à la limite depuis des appareils mobiles, de le modifier sans même avoir à installer le logiciel Excel sur le poste ou sur l'appareil mobile. Donc c'est vraiment ça le principe du cloud computing. L'utilisation en 2007, l'utilisation du cloud computing, on parlait déjà de 65%. Le pourquoi du très haut niveau de pourcentage en 2007, on va le voir un petit peu plus loin, mais le cloud computing, en bref, c'est seulement qu'un nouveau mot. Les solutions en cloud computing, on en utilisait déjà.
En 2011, on va parler d'une augmentation de 35%. Donc, on va parler d'environ 90% des usagers en entreprise qui vont utiliser une ou plusieurs solutions de cloud computing. 40%, c'est l'économie estimée par Microsoft selon diverses études qu'une entreprise réalisera en optant pour des solutions de cloud computing. On va le voir un peu plus loin avec diverses solutions. Comment et combien nous fait économiser le cloud computing. Dans le cloud computing, on retrouve trois différentes grandes formes. Donc, la première forme qui est la forme publique, dans laquelle on retrouve les Gmail, les Microsoft Office, les Hotmail, les YouTube, etc. La forme publique se caractérise vraiment là, par une entreprise qui va offrir des solutions de cloud computing sur Internet, mais dans lesquelles on ne saura pas où c'est hébergé. Donc, tu sais, la solution de Gmail, on sait à quel endroit on sait qu'on peut utiliser l'application, on sait qu'elle est disponible. Par contre, on ne sait pas à quel endroit c'est hébergé. Donc, tu sais, vos courriels Gmail, vous ne savez pas à quel endroit elles résident. Dans quel serveur, à quel endroit physiquement. Oui, on sait que c'est chez Google, mais est-ce qu'on sait exactement à quel endroit? Non. Donc, c'est vraiment la caractéristique de la forme publique. La seconde forme, c'est la forme privée interne. Ça, c'est dans le cas où une entreprise décide de se créer son propre cloud computing interne et d'offrir à ses usagers la possibilité de se connecter via Internet à les applications de l'entreprise, via leurs ordinateurs portables, via leurs appareils mobiles. La forme numéro 3, c'est la privée externe. C'est dans le cas où une entreprise va décider de faire affaire avec un hébergeur qui possède des centres de données et qu'elle va avoir pleinement confiance. Donc, contrairement à la forme publique, on va savoir dans la forme de cloud computing privé externe à quel endroit résident nos données. On va savoir c'est quoi l'infrastructure de l'hébergeur. On va s'assurer de la disponibilité de nos applications. On va être certain de c'est quoi les règles de l'entreprise envers les applications, les règles de droit sur les fichiers, les règles de sauvegarde. C'est vraiment une entreprise qui va faire l'hébergement, qu'on va avoir pleinement confiance et on va savoir à quel endroit résident nos données et nos fichiers. Donc, on va voir les deux types d'infrastructures plus traditionnelles. Donc, l'infrastructure typique d'une PME. Ici, c'est sûr, c'est une image, c'est vraiment pour montrer de quoi ça peut avoir l'air dans les PME. Et dans les PME qu'on rencontre, on voit souvent ce type d'infrastructure-là. Donc, le serveur est hébergé dans un placard à rangement à côté de la poubelle, du balai, à côté de la balayeuse à la limite. Donc, tu sais, on peut voir vraiment que l'infrastructure est limitée. Donc, tout le monde peut avoir accès au serveur, tout le monde peut avoir accès directement au serveur, pourrait voler les données à la limite, pourrait débrancher les équipements, pourrait faire n'importe quoi. Donc, on va parler aussi d'une redondance qui est plus limitée. On va parler vraiment d'un réseau unique, aucune redondance au niveau du réseau, un lien Internet unique, des sauvegardes qui vont être manuelles, faites souvent par l'employé, un des employés de l'entreprise, qui n'a pas toutes les compétences pour mener à bien les sauvegardes. Contrairement à cela, une infrastructure de type cloud computing va nous offrir deux centres de données sécurisés. Deux pourquoi? Pour une redondance. Donc, je vais y revenir un petit peu plus tard. On va parler aussi de liens Internet redondants haute vitesse. Donc, comme ici chez Vertisoft, on parle de deux liens Internet 100 mégabits, donc très haute vitesse, puis on va vraiment parler de redondance. Dans le cas où un lien viendrait qu'à tomber, automatiquement, le second lien prend la relève et continue d'offrir l'accessibilité aux applications, aux fichiers. Ensuite de ça, on va vraiment y aller avec des firewalls, des pare-feux qui sont redondants et très sécuritaires, donc qui vont éviter les intrusions, qui vont éviter le vol de données. Donc ici, comme on peut le voir, c'est vraiment sécuritaire. Et puis, on va parler vraiment de redondance, donc de multiples firewalls pare-feu, de multiples switches, de multiples câbles réseau qui assurent toujours une disponibilité des applications, des fichiers. Ensuite de ça, on va parler de multiples serveurs physiques et virtuels. Donc, dans le cas d'un bris d'un serveur, automatiquement, ou selon diverses techniques de réplication, on peut récupérer les serveurs rapidement. On va aussi, une infrastructure de cloud computing va aussi offrir
directement une redondance électrique. Donc, dans le cas d'une panne de courant, les UPS, les batteries UPS vont prendre la relève du courant pour continuer d'alimenter les serveurs, les pare-feux, les lignes Internet. Donc, continuer d'offrir la disponibilité des fichiers, des logiciels. En cas de panne de courant prolongée, la génératrice va vraiment prendre la relève. Donc, on a toujours accès à nos données. Ensuite de ça, les centres de données vont être reliés par des fibres privées. Donc, fibres qui vont nous permettre de faire de la réplication externe de serveurs. Donc, dans le cas d'une panne majeure du centre de données numéro 1, on va pouvoir récupérer dans le centre de données numéro 2. Les sauvegardes et l'historique de sauvegarde vont être vraiment transférés vers le centre de données numéro 2 pour éviter que les serveurs et leurs sauvegardes soient dans le même centre de données. En cas de panne générale, ça ne servirait pas à grand chose. Donc, on va vraiment externaliser les données. Enfin, on va parler vraiment de sécurité de l'infrastructure. Donc, accès par carte à puce, télésurveillance par caméra, vraiment télésurveillance d'intrusion, des centres de données qui sont vraiment des salles bétonnées contre le feu. On va parler de télésurveillance physique, télésurveillance de ressources de serveurs. Donc, les techniciens vont s'assurer que les serveurs ont assez de ressources pour continuer à rouler, ont assez d'espace disque, que les serveurs, qu'il n'y a pas de bris, qu'il n'y a pas de panne en tant que tel pour toujours offrir une disponibilité des fichiers et des applications. Donc, si on fait une petite comparaison entre les deux types d'infrastructures, l'infrastructure interne d'une entreprise va offrir vraiment une limitation. La sécurité et la redondance vont être beaucoup plus limitées. Les sauvegardes vont être manuelles et risquées. Donc, l'employé n'a pas toujours toutes les compétences pour réaliser parfaitement la sauvegarde et s'assurer que notre sauvegarde va être récupérable en cas de bris. Souvent, les sauvegardes vont être externalisées par ce même employé. Donc, il y a un risque de vol. Si l'employé s'est volé, par exemple, le disque dur pour les backups, mais la personne qui prend en possession le disque dur va pouvoir, à la limite, si ce n'est pas totalement sécuritaire, voir les données de l'entreprise. Contrairement à cela, l'infrastructure en cloud computing offre une infrastructure sécuritaire redondante. Des sauvegardes externes automatiques vérifiées par des spécialistes. Donc, tu sais, qui assurent vraiment que les sauvegardes vont pouvoir être récupérées. C'est ça, les solutions cloud computing offrent aussi des spécialistes qui sont pleinement qualifiés pour assurer la sécurité et la disponibilité de vos applications. Puis enfin, on va vraiment aussi parler de virtualisation, là. Souvent, les solutions cloud computing vont se baser sur la virtualisation pour assurer une reprise rapide. Donc, tu sais, une solution qui n'est pas virtualisée peut prendre jusqu'à une semaine facilement à être récupérée et fonctionnelle. Quand on va parler de virtualisation, ça va être beaucoup moins. On peut parler d'un plus ou moins 2 heures à plus ou moins 24 heures, tout dépendant. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu moins la virtualisation, on va expliquer grosso modo c'est quoi le principe. Donc, le principe de virtualisation, c'est qu'on va prendre vraiment un serveur physique qui est à jour, qui est très performant. Donc, dans ce serveur physique-là, le serveur contient trois ressources primordiales, donc les processeurs, la mémoire, puis l'espace disque. Donc, dans le serveur physique, on va installer un logiciel de virtualisation qui va nous permettre de créer des serveurs virtuels. Ensuite de ça, avec le logiciel de virtualisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allouer des ressources à ces divers serveurs virtuels-là. Donc ici, pour les besoins de la cause, on en a mis juste 2, mais ça pourrait en comprendre beaucoup plus que ça. Donc, on va vraiment aller allouer à notre serveur virtuel, par exemple, tant de ressources processeurs, tant de ressources de mémoire, puis tant d'espace disque qui va nous permettre de rouler les applications. Donc, les solutions concrètes qu'on retrouve dans le cloud computing, le cloud computing est parfait pour l'hébergement web, la messagerie en ligne. Ces deux solutions-là font en tant que tel, le tantôt, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait déjà d'un 65% d'utilisateurs de cloud computing en 2007. Donc, c'est ces deux solutions-là qui font que en 2007, le taux était déjà si haut. Donc, tu sais, les solutions de messagerie en ligne, pratiquement tout le monde les utilise. Donc, tu sais, les Hotmail, les Gmail, pratiquement tout le monde a déjà une adresse Hotmail, Gmail. Donc, ce qui fait que c'est des solutions qui étaient déjà utilisées en cloud computing. Ensuite de ça, les sauvegardes de données qu'on va retrouver, la gestion documentaire, les bases de connaissances, les outils de gestion. Donc, c'est vraiment toutes des solutions qu'on va retrouver dans le cloud computing puis que je vais
expliquer plus en détail dans les prochaines diapositives. Donc, dans un premier temps, l'hébergement web, comme je l'expliquais tantôt, ça fait déjà beaucoup de temps que c'est utilisé par les entreprises. Depuis les années 2000, c'est des solutions qui ont pratiquement toujours été hébergées sur Internet, donc dans le cloud computing. Les grandes solutions du cloud public, on va retrouver les hébergements partagés, les WordPress, les Google Sites. Dans le cloud privé, on va toujours retrouver de l'hébergement partagé, de l'hébergement privé de serveurs dédiés ou de serveurs virtuels. Donc, des serveurs qui vont être vraiment dédiés au site Internet ou aux bases de données. Suite de ça, on retrouve bien sûr les messageries en ligne. Donc, tu sais, tout ce qui est solution de courriel qui n'est pas hébergé à l'interne. Donc, tu sais, on parle des Hotmail, des Gmail. Pour les formes publiques, dans les formes privées, on va retrouver tout type de solutions de messagerie que les entreprises peuvent utiliser. On va retrouver par exemple du Exchange hébergé, du Exchange dédié ou virtuel. On va faire une première démonstration, un logiciel ici qu'on a puis qu'on offre à nos clients de façon hébergée, donc dans le cloud computing, Microsoft Exchange. Donc, je vais juste me connecter ici, premièrement, pour accéder à notre application. Je vais juste le répéter, on parle du hex.vertisoftpme.com qui nous permet d'accéder à la solution de Vertisoft d'hébergement Exchange dans le cloud computing. Première petite chose que je veux porter à votre attention, c'est vraiment le HTTPS. Le S ici qui est très important, c'est le S qui vient nous assurer que la solution est sécurisée, encryptée. Donc, on voit vraiment ici que toutes les transactions qui vont être faites de mon poste de travail jusqu'au serveur vont être encryptées sur Internet. Donc, si on se connecte pour voir la solution, c'est un compte de démonstration, donc il va y avoir peu d'informations, mais ça va être très bien pour le voir. Donc ici, j'accède directement à ma boîte de courriel dans une interface web qui est très très similaire à Outlook, étant donné que c'est une solution qui est Exchange. Donc dans ce cas-là, ici, on va parler vraiment d'un Outlook qui est vraiment accessible directement via mon Internet Explorer. Donc, ici, je peux voir mon calendrier, mes contacts, mes tâches. Donc, si je reviens à mes courriels, toutes les actions qui vont être faites ici dans dans ma page Internet Explorer vont être répercutées dans mon Outlook et dans mon appareil mobile. C'est un des bénéfices que nous offre Exchange. Donc, je vais vous en faire juste une petite démonstration. Mais l'important de comprendre, c'est chaque action, par exemple, suppression, création d'un nouveau courriel, déplacement d'un courriel dans une boîte va être répercuté dans notre Outlook qu'on peut avoir directement installé sur notre poste et même dans notre appareil mobile. Par exemple, si j'ai un iPhone, si je supprime un courriel, automatiquement va être supprimé dans mon iPhone, dans mon Outlook. Je n'aurai pas besoin de répéter les actions dans mes divers appareils. Donc, pour faire une test, je vais juste vous montrer. Pour un appareil mobile, c'est plus difficile à montrer, mais je vais vous le montrer dans Outlook. Juste me connecter avec le bon usager. Donc ici, j'accède à ma boîte Outlook de l'usager numéro 1. Usager que je me suis connecté tantôt. Donc ici, comme on peut voir, j'ai aucun élément, le temps que ça se mette à jour, et donc on vient de voir que le courriel qui me manquait a été mis à jour. Donc, je vois exactement la même boîte de réception aux deux endroits, sur Internet Explorer et dans Outlook. Si je fais une action, je supprime mon courriel qui est automatiquement transféré dans mes éléments supprimés. On va voir ici que ça va se faire aussi. C'est juste le temps que ça se mette à jour, que l'Outlook Web Access de mon Internet Explorer ait communiqué avec le serveur Exchange pour répertorier, pour répercuter l'action que j'ai faite. Donc, comme on a pu voir, ça s'est transféré dans mes éléments supprimés. Par exemple, je vais retourner ici. Par exemple, j'ai un rendez-vous. Okay, on va juste créer un rendez-vous. Je crée un rendez-vous de 11h à midi. Automatiquement, il est créé. On va ensuite aller voir la répercussion. Mon rendez-vous est automatiquement ajouté dans mon Outlook et bien sûr, il me fait un rappel.
Donc, c'est vraiment un des principes d'Exchange. Je vais retourner à la présentation. En chiffres, ça représente quoi? Un serveur Exchange installé et configuré en local, ça représente un 17 000 d'investissement initial, contrairement à 5 800 grosso modo pour la solution Exchange hébergée de Vertisoft. Donc, on parle d'un 66% d'économie. Sur 3 ans, on va parler vraiment d'un 23 600, contrairement à 11 000, grosso modo, là, une économie de 52% pour la solution Exchange hébergée de Vertisoft. Donc oui, il y a beaucoup d'économies qui est possible avec des solutions en cloud computing, comme le Exchange hébergé de Vertisoft. Ce qui va être très bien aussi, c'est que les solutions hébergées en cloud computing vont être évolutives. Donc, par exemple, présentement, on fonctionne avec un Exchange Server 2010. Si on viendrait qu'à avoir une nouvelle version, Exchange Server 2012 par exemple, on va la mettre à jour et automatiquement les entreprises ou les usagers vont avoir accès à cette nouvelle version-là. Donc, pas besoin d'investir dans l'installation, la configuration de nouveau euh, pour un nouveau serveur Exchange, c'est déjà compris dans la mensualité, ce qui est très très bien. Ensuite de ça, dans les solutions de cloud computing, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? De l'espace disque en ligne, des sauvegardes en ligne. Donc, tu sais, un espace disque qui nous permet d'enregistrer nos fichiers sur Internet, qui nous permet de sauvegarder nos données sur Internet. Donc, dans le cloud public, on retrouve des Dropbox, des Windows Azure. Dans le cloud privé, on va retrouver vraiment de la sauvegarde en ligne ou à la limite de la redondance, de la réplication de serveurs virtuels à l'externe. Donc, tu sais, par exemple, des entreprises ici font affaire avec nous, ils ont leur serveur à l'interne virtuel qu'ils répliquent directement dans nos infrastructures d'hébergement et en cas de panne de leur serveur chez eux, ils vont pouvoir reprendre automatiquement, ils vont pouvoir reprendre selon quelques petites interventions directement dans notre centre de données et donc continuer d'offrir à leurs usagers l'accès à leur logiciel. Sur de ça, on retrouve des solutions de gestion documentaire. Donc, c'est des solutions de euh, classement, des solutions qui vont nous permettre vraiment de classer, d'organiser vraiment tous nos documents pour que ce soit très simple à retrouver, pour avoir des suivis de documents, pour vraiment avoir de l'archive de documents. Donc, ça, on peut parler des SharePoint, des MindTouch, par exemple, qui nous permettent vraiment de classer nos documents, d'indiquer des notes sur nos documents, d'avoir des diverses versions de documents. C'est vraiment des solutions qu'on va retrouver, là, autant dans le cloud public que dans le cloud privé. Sur de ça, on va retrouver aussi dans le cloud computing des solutions d'outils de gestion comme des CRM, des ERP, des logiciels de ressources humaines, des logiciels de comptabilité. Donc, tu sais, des grands noms dans le cloud public, on va retrouver des Salesforce, des vTiger, des Wizsoft. Dans le cloud privé, ça va être vraiment tout type de logiciel qui va être habituellement hébergé à l'interne de l'entreprise peut être hébergé à l'externe dans une solution de cloud computing, vraiment dans des serveurs qui vont être privés virtuels ou des privés dédiés. Donc, ça peut être des solutions de système comptable, des solutions de CRM, de gestion de la relation client, des ERP à la limite. Donc, on va en avoir un deuxième exemple, deuxième démonstration qui va nous présenter un peu une solution Acomba, une solution Office à la limite, qui est pour les usagers. Donc, je vais retourner sur mon bureau. Première chose qu'on fait toujours, comme je l'expliquais tantôt, des solutions de cloud computing, c'est bien que ça soit, c'est primordial que ça soit sécurisé. Donc, ici, chez Vertisoft, on va utiliser des connexions SSL VPN qui encryptent toujours les données entre notre poste de travail et le serveur. Donc, juste me connecter ici. Donc, ce logiciel-là m'assure d'encrypter mes données au travers d'Internet pour pas qu'il y ait de vol de données. Donc, ensuite de ça, je vais me connecter à ma solution Acomba. Ici, c'est une solution qui est vraiment terminal, qui est une solution terminal serveur de Microsoft. Donc, c'est juste un bref aperçu, mais on voit vraiment que j'ai un autre bureau complètement différent de mon bureau de poste de travail, qui est vraiment le serveur en tant que tel. Le bureau, mon propre bureau sur le serveur. Si un autre usager se connecte, il ne verra pas le même bureau. Donc, sur le serveur, je peux installer mes diverses applications, par exemple Word, Excel, les Access, le Outlook. Je peux accéder à Internet directement via le serveur. Donc, mon logiciel Acomba est installé directement sur le serveur. Ici, pour des fins de confidentialité, je ne rouvrirai pas Acomba, mais c'est une solution, c'est un logiciel comptable. Et donc, pour ne pas vous montrer
les informations qui sont contenues dedans, mais mon logiciel est vraiment installé ici. Un autre avantage vraiment de la solution qui est ici, Terminal Serveur de Microsoft, c'est par exemple si je suis en train de travailler sur un document, oups, j'ai une urgence, il faut que je quitte le bureau, je peux fermer directement le serveur en tant que tel. Je suis déconnecté, je m'en vais à la maison, je me reconnecte au serveur depuis la maison parce que je veux terminer ce que j'étais en train de faire. OK? Je reviens directement où j'en étais. Donc, je peux continuer de travailler et j'enregistre enfin mon compte, mais mon fichier. Je le ferme et je vais aller fermer la session sur le serveur ensuite de ça. Donc, je peux continuer à travailler bien que je me déplace d'un endroit à un autre. Donc, des solutions comme ça, c'est toujours accessible de partout, de la maison, du bureau, d'un hôtel, de vraiment partout, en autant qu'on ait un lien Internet. Donc ici, je me déconnecte pour tourner à la présentation. En chiffres, ce que ça représente, installer un serveur Acomba directement dans l'entreprise, on va parler d'un 15 500 $ comparativement à une solution hébergée à 7 500 $. On parle d'une économie de 52% la première année. Sur 3 ans, on va parler d'un plus ou moins 22 000 pour une solution Acomba interne, contrairement à 19 500 pour une solution hébergée. Donc on parle toujours d'une économie ici qui a diminué de 12%. Ce qui est très bien de prendre en considération, c'est si, par exemple, Microsoft vient qu'à sortir une nouvelle version du Windows Server, automatiquement, on va y avoir droit avec une solution hébergée, ce qui ne sera pas le cas à une solution locale. Il va falloir racheter les licences pour mettre à jour. Donc, ici, c'est un des avantages. Donc, comme on a pu voir, les 7 grands bénéfices du cloud computing, bon, c'est économique, c'est accessible, on peut vraiment y accéder de partout. C'est rapide à déployer, donc ici on a déjà des serveurs virtuels qui sont prêts à être déployés, il reste seulement que les installations de logiciels à faire. C'est très évolutif, donc selon vos besoins, on peut faire évoluer les ressources du serveur que vous avez besoin. Les licences sont évolutives, donc vous allez toujours bénéficier des dernières mises à jour, des dernières versions de logiciels. C'est écologique étant donné la virtualisation. On n'aura plus besoin d'acheter de multiples serveurs physiques. On va acheter un très gros serveur physique qui va nous permettre de virtualiser plusieurs serveurs virtuels. C'est plus fiable. Donc, c'est redondant, c'est sécuritaire. Donc, l'infrastructure va nous permettre d'être toujours disponible. Donc, étant donné la redondance, nos applications vont être disponibles, nos fichiers vont être disponibles en tout temps. Le cloud computing chez Vertisoft, c'est quoi? C'est que Vertisoft détient en tant que tel 2 centres de données privés, donc son propre cloud privé, qui te le surveille 24 heures sur 7, qui est basé sur des technologies certifiées, qui est redondant comme on a pu le voir au fil des présentations. Dans le fond, Vertisoft et le cloud computing, c'est qu'on héberge déjà présentement plusieurs solutions pour nos clients. Donc, on a pu voir tantôt un Exchange hébergé, on héberge des solutions MindTouch, on héberge des solutions Acomba, on héberge les suites Office en tant que tel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut héberger pratiquement tout type de logiciel. Il faut vraiment regarder avec vous c'est quoi vos besoins, puis on va vous proposer une solution adaptée à vos besoins. Puis, comme je l'expliquais, c'est vraiment ça. On va vraiment s'adapter à vos besoins. Donc, ce que Vertisoft peut faire pour vous, c'est qu'il peut vous aligner dans une direction sur le cloud computing, peut vous proposer des solutions de cloud computing, puis peut vous aider à implanter une solution de cloud computing. Donc, c'est vraiment ce que Vertisoft peut faire pour vous. Puis, on va y aller dans le respect de votre budget et de votre réalité d'affaires. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par courriel, soit par Skype, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn. Donc, tous ces liens-là sont disponibles sur ma page personnelle au www.vertisoftpme.com/Guillaume Paris. Donc, merci beaucoup.